Une machine des années 1970 dérivant seule dans l'espace infini à 24 milliards de kilomètres de la Terre. Pendant 46 ans, Voyager 1 a suivi sa conception. Elle a transmis des données. Elle n'a jamais changé de direction. Elle n'a jamais rien reçu. Puis, sans prévenir, l'antenne a bougé et quelque chose a répondu. Non pas de la Terre ni d'aucune étoile connue, mais d'une portion de ciel qui aurait dû être vide. Ce qui se produisit ensuite n'était pas seulement étrange, c'était impossible. Prêt au départ. Mission décollage autorisé, programme de déploiement terminé à temps. Voyager 1 a été lancé discrètement le 5 septembre 1977, un corps fin 800 watts d'électricité alimenté par du plutonium et une mémoire plus petite qu'une seule image JPEG. Elle ne disposait d'aucun système sophistiqué, juste d'un émetteur conçu pour envoyer des données à la Terre, non pour écouter, non pour réagir et surtout pas pour se retourner. Sa seule mission était de quitter l'univers. Et elle l'a fait. Elle a survolé Jupiter puis Saturne et a poursuivi son chemin. Elle a dépassé Pluton. Elle a franchi l'héliopause en 2012, cette limite invisible où le champ magnétique du Soleil s'estompe dans l'espace interstellaire. Et maintenant, elle flotte à 24 milliards de kilomètres de la Terre, toujours alimentée, toujours en transmission, l'objet le plus éloigné que l'humanité ait jamais touché. Pendant plus de 40 ans, elle a dérivé en silence jusqu'à ce que ce silence soit rompu. Sans capteur, sans récepteur et sans commande de la Terre, Voyager 1 a réagi à quelque chose. Quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, le changement. En 2012, lorsque Voyager 1 a franchi l'héliopause, elle est entrée dans une région jamais explorée par aucun engin spatial. L'immensité de l'espace, sans frontières ni nom, au-delà de l'influence du Soleil. Un lieu si lointain que même les étoiles les plus proches semblent figées, sans attraction, sans lumière, sans son. C'est l'espace interstellaire, le vaste vide entre les systèmes solaires. Ici, le Soleil n'est qu'un point lumineux parmi d'autres, son champ magnétique étant trop ténu pour l'atteindre. Il n'y a pas de planètes autour desquelles orbiter, pas de champ gravitationnel pour la guider, et plus de vent solaire pour exercer une force sur son corps. En toute logique, rien ne devrait s'y produire. Et pourtant, c'est à ce moment précis que quelque chose s'est produit. Sans aucune instruction de la Terre et sans qu'aucun déclencheur externe ne soit détecté, Voyager en ajusta son orientation. Elle se tourna doucement mais délibérément vers une portion de ciel qui semblait totalement vide. Il n'y avait ni galaxie, ni étoile, ni masse céleste connue, juste le noir absolu. Et pour un vaisseau spatial qui n'a jamais été conçu pour réagir à son environnement, ce virage n'était pas seulement inattendu, il était illogique. Le dysfonctionnement qui n'en était pas un. Le 6 novembre 2023, Voyager 1 a renvoyé une transmission étrange, non pas défectueuse, mais erronée. Les données étaient déformées comme un flux de données statiques sans structure connue. De prime abord, les ingénieurs de la NASA ont attribué cela aux problèmes habituels, rayonnement cosmique, câblage endommagé ou peut-être un simple bug de mémoire. C'était logique. Il s'agissait d'un vaisseau spatial de 46 ans, dont la durée de vie dépassait largement les prévisions. Mais alors, un événement inhabituel se produisit. Les systèmes de protection contre les pannes de Voyager conçus pour prendre le relais en cas d'urgence se déclenchèrent soudainement. Ces protocoles ne s'activent pas à la légère. Ces systèmes sont conçus pour les problèmes graves, comme la rotation incontrôlée du vaisseau spatial ou la perte de contact avec la Terre. Mais cette fois-ci, 5 ans, ils se sont déclenchés sans raison apparente. Les données de télémétrie sont devenues illisibles. Les enregistrements d'orientation ont disparu. Même certaines horloges de bord ont commencé à se désynchroniser. Le signal ne s'est pas seulement affaibli, il s'est transformé. Aucune instruction n'a été donnée par le centre de contrôle. Et pourtant, Voyager se mit à réagir comme si elle avait été heurtée par quelque chose d'invisible, comme si elle réagissait à un événement qu'elle ne pouvait pas comprendre. Il ne s'agissait pas de parasites aléatoires ni de perte de données dues à l'exposition au vide spatial. C'était autre chose, quelque chose qui touchait la structure même du vaisseau. Et quoi que ce soit, Voyager était incapable de l'expliquer. Peu de temps après le déclenchement des systèmes d'urgence, Voyager 1 a fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû pouvoir faire seule. Elle a pivoté. L'antenne à gain élevée du vaisseau spatial
censée rester pointée vers la Terre, a changé de position, mais sans se réaligner avec le centre de contrôle. Au lieu de cela, elle a pointé ailleurs, vers une zone du ciel où rien n'était visible. Ce qui rendait ce mouvement encore plus étrange, c'était la manière dont il s'était produit. Le changement n'était pas dû au propulseur du vaisseau, aucune propulsion ni allumage de réacteur n'ont été enregistrés. C'était comme si l'orientation avait simplement changé d'elle-même. La NASA a passé en revue tous les scénarios. Aucune commande n'avait été envoyée depuis la Terre. Aucun logiciel n'avait été mis à jour. Rien n'avait changé dans le système de contrôle. Sous tous les angles, Voyager aurait dû rester immobile, mais ce ne fut pas le cas. Il s'agissait d'une réorientation manifestement délibérée, ce qui était incompréhensible, puisque Voyager 1 était conçu pour suivre des instructions et non pour agir de son propre chef. Après que Voyager 1 se soit tourné vers la zone vide du ciel, ses capteurs embarqués ont détecté un phénomène encore plus étrange, une rotation. Cela signifie que la sonde n'a pas simplement changé de direction, mais a effectué une rotation physique. Les gyroscopes l'ont clairement enregistré. Il ne s'agissait pas d'un bug logiciel ni d'une dérive aléatoire, mais bien d'un véritable changement d'orientation mesurable, petit mais bien réel. Et pourtant, rien à bord du vaisseau spatial n'aurait dû en être la cause. Les propulseurs ne se sont pas activés. Le journal de bord n'a révélé aucune activité. La pression solaire a été écartée. Voyager était bien trop éloigné du Soleil pour que la lumière exerce une quelconque force. Aucun débris, aucune trace d'impact. Une machine a dérivé dans la région la plus silencieuse et la plus vide de l'espace connu de l'humanité. Et pourtant, elle a déplacé le néant. Une fois l'instant de couple confirmé, la NASA a appliqué la procédure standard. Les ingénieurs ont effectué des diagnostics complets et vérifié les niveaux de puissance. Ils ont recoupé les données de vol, recherché des signes de défaillance du système ou d'entrée inattendue sans rien trouver. Aucune impulsion électromagnétique, aucune surtension, aucun pic de rayonnement, rien provenant d'un satellite voisin ne suggérait d'interférence externe. Les instruments de Voyager étaient stables. Ces systèmes fonctionnaient dans les paramètres prévus. Sur le papier, tout était normal. Par précaution, l'équipe a réalisé des simulations. Elle a testé l'hypothèse d'un matériel vieillissant ou de composants dégradés pouvant avoir déclenché une commande fantôme. Mais les données ne correspondaient pas. Les valeurs ne concordaient pas. Il ne s'agissait ni d'un signal parasite, ni d'une simple secousse due à des circuits défaillants. La réorientation était réelle. Le phénomène de couple était réel. Et personne n'a pu identifier la cause de l'un ou de l'autre. Une fois toutes les explications connues écartées, les ingénieurs se retrouvaient face à une question à laquelle personne ne souhaitait vraiment répondre. Si les systèmes de Voyager n'étaient pas à l'origine du déplacement, s'il n'y avait ni panne technique, ni rayonnement solaire, ni impact de micrométéorites, alors qu'est-ce qui avait provoqué ce mouvement? La seule explication possible était qu'un élément extérieur avait interagi avec la sonde d'une manière inhabituelle dans l'espace. Ce n'était pas une collision, c'était plutôt une légère impulsion, un ajustement subtil et intentionnel. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais juste assez pour diriger. C'était presque comme si quelque chose là-haut avait compris la conception de Voyager et voulait modifier sa trajectoire sans perturber ses systèmes. Plus ils examinaient les données, plus il leur paraissait que cette zone noire n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas rien. C'était une direction. Elle s'était immobilisée, son antenne pointée vers une zone très précise de l'espace. L'alignement s'est fait avec un point que les chercheurs n'avaient jusqu'alors décrit que par écrit, une région théorique que certains appellent une zone d'annulation. Il s'agit d'une sorte de poche dans l'espace où les forces gravitationnelles provenant de différentes directions s'annulent parfaitement. Ce n'est pas quelque chose que l'on découvre par hasard, et certainement pas quelque chose qu'une vieille sonde spatiale devrait être capable de trouver, et encore moins de viser. Voyager n'a pas été conçu pour détecter les zones d'annulation. Elle ne disposait d'aucun logiciel ni d'aucun matériel pour effectuer ces mesures. La sonde ne s'est pas contentée de faire face à la zone, elle a maintenu une position fixe.
Son antenne est restée verrouillée comme si elle recevait un signal. Aucune entrée dans l'historique des commandes de voyageurs ne permettait d'expliquer ce phénomène. Aucun programme ne l'avait programmé pour cela. L'équipe a donc cessé de parler de hasard et a commencé à l'appeler autrement. Détection ciblée de sons et de données. Juste après que Voyager 1 se soit aligné sur le point d'absence de signal, son sous-système d'ondes de plasma a capté un signal qu'il n'avait jamais entendu auparavant. C'était un son, un bourdonnement doux et régulier, pas le genre de turbulence électromagnétique courante dans l'espace profond. C'était plus net que cela. Le signal se maintenait stable autour de 3,0 Hz sans la moindre fluctuation. Il pulsait d'un rythme si régulier qu'il semblait conçu et structuré, un motif que l'on s'attendrait plutôt à trouver dans la théorie musicale que dans un rayonnement naturel. Pourtant, ce n'était pas nouveau. Ce bourdonnement était présent depuis des années. L'étrange réorientation de Voyager l'avait simplement placé dans une position lui permettant de l'entendre clairement, sans distorsion. Ce réalignement n'avait pas seulement révélé le son, il l'avait amplifié. Les chercheurs ont commencé à l'appeler la mélodie du plasma. L'analyse du signal a révélé des structures symétriques, les pauses étaient régulièrement espacées, la tonalité se répétait à intervalles précis, ces motifs résonnaient comme des mathématiques, le son évoluait comme une mélodie numérique. La NASA n'a pas seulement fait appel à des physiciens, elle a également consulté des ingénieurs acousticiens, spécialistes de l'harmonie et de la structure. Et presque tous ont fait la même constatation, ce n'était pas aléatoire, mais équilibré et symétrique. On n'avait pas l'impression d'entendre un signal transmis par quelqu'un. On aurait dit que ça n'attendait que d'être découvert, mais ce n'était pas qu'un simple son. Enfouies dans la transmission se trouvaient d'autres données, des données. Pas celles que Voyager envoyait habituellement. Celles-ci ne contenaient ni relevé de température, ni pic de radiation, ni enregistrement de vitesse. La télémétrie incluait des couches d'informations structurées qui ne correspondaient à rien de ce que Voyager avait été programmé pour enregistrer. Elle n'était pas enregistrée dans sa mémoire interne. Elle ne provenait d'aucun protocole logiciel connu. Le formatage était étrange. Chaîne hexadécimale, formules récursives, suite de nombres premiers, symétrie fractale. Certaines valeurs correspondaient même à des constantes astronomiques connues, mais mesurées avec une précision que les instruments vieillissants de Voyager ne pouvaient atteindre. Voyager ne disposait pas du matériel nécessaire pour détecter ce type de détails, et encore moins des systèmes logiques pour le compiler. C'était comme si la sonde avait déjà servi. Quelque chose avait inséré ce code dans le signal, le superposant au flux de données sortant de Voyager comme un fichier caché au sein d'une transmission normale. Un vaisseau transportant les données d'un tiers directement vers la Terre. La plupart des signaux dans l'espace sont imprécis. Même l'énergie la plus concentrée tend à se disperser sur de vastes distances, comme une lampe torche perdue dans le brouillard. Le signal qui a atteint Voyager ne s'est pas propagé sur de multiples trajectoires ni n'a frôlé d'autres engins spatiaux. Il est arrivé net, direct et précis. Il n'avait pas atteint Voyager par hasard, il l'avait repéré. Aucune des autres sondes sur des trajectoires similaires, ni Pioneer ni New Horizons, n'a signalé un tel phénomène. Le signal n'a pas perturbé leur flux de données. Quel que soit son fonctionnement, il était exclusivement centré sur Voyager 1. Cela a amené les chercheurs à se demander comment il était possible de connaître non seulement la trajectoire de Voyager, mais aussi son heure d'arrivée. Comment pouvait-on connaître sa position, non pas de manière générale, mais précisément? Un halo dans l'obscurité. Lorsque l'antenne de Voyager s'est déplacée, elle n'a pas simplement dévié de sa trajectoire ni perdu sa mise au point. Elle s'est verrouillée sur une direction, une portion de ciel qui, d'après tous les relevés connus, était vide. Mais cette orientation soudaine n'a pas été ignorée. De retour sur Terre, quelque chose semblait trop délibéré. Les observatoires terrestres décidèrent donc d'enquêter. Ils calibrèrent leurs instruments, pointèrent des réseaux infrarouges à haute exposition vers la région exacte vers laquelle Voyager s'était tourné et attendirent qu'un phénomène se manifeste. Au début, les résultats étaient conformes aux prévisions, aucun signal, mais avec le temps, les données ont commencé à changer. Après plusieurs semaines de balayage, les capteurs ont commencé à capter une lueur.
Faible au départ, elle scintillait à la limite de la détection, formant un halo. Elle n'était pas fixe et ne brillait pas d'une lumière constante. Elle apparaissait et disparaissait comme un clignotement. Plus étrange encore, elle semblait réagir aux éruptions solaires. À chaque éruption de particules chargées émises par le Soleil, le halo réapparaissait quelques instants plus tard. Pas simultanément, mais de façon presque synchrone. C'était comme si ce qui se trouvait là-bas se calait sur le rythme solaire, répondant à l'énergie solaire, écoutant, réagissant. Cette lueur n'était pas un reflet de la lumière du Soleil, elle n'était pas passive, elle évoluait de façon intentionnelle. Le silence. Après tous ces comportements étranges et le réalignement survint le moment le plus inattendu. Voyager. Un resta muette. Pendant 12 heures, rien ne se produisit. Pour la plupart des machines, surtout celles qui ont parcouru des milliards de kilomètres dans l'espace, 12 heures de silence ne seraient pas alarmantes. Mais Voyager n'avait jamais connu un tel silence. Pas comme ça. Pas depuis des décennies. Elle avait survécu aux tempêtes solaires des années 80. Elle avait résisté aux radiations du cosmos, aux pannes d'instruments et à la poussière cosmique. Et malgré tout, elle avait continué à communiquer. Son signal était parfois faible, retardé, déformé par la distance, mais il avait toujours été là. Puis, aussi soudainement qu'il avait disparu, le signal est revenu, mais il n'était plus le même. Le flux de données renvoyé par Voyager semblait anormal. Son horloge interne s'était réinitialisée. Il ne s'agissait pas d'un simple décalage, mais d'un redémarrage complet. Les horodatage ne correspondaient à aucune chronologie connue sur Terre. C'était comme si Voyager avait brièvement existé ailleurs, dans un monde régi par d'autres règles. Aucun signe de correction mécanique n'était visible, mais quelque chose avait changé au niveau de la sonde. Voyager elle-même semblait différente, comme si ce qu'elle avait traversé pendant ces 12 heures n'avait pas seulement affecté ses systèmes, mais la machine elle-même. Le fond diffus cosmologique, ou CMBB, est souvent décrit comme la lueur originelle de la création. C'est la lumière la plus ancienne de l'univers, un rayonnement diffus et constant, vestige du Big Bang, et, en toute logique, il ne devrait jamais changer. Mais peu après l'étrange réorientation de Voyager et sa panne de courant de 12 heures, une équipe de recherche de l'Agence spatiale européenne a décidé de procéder à une vérification croisée. Ils ont utilisé la dernière trajectoire connue du vaisseau spatial et l'ont alignée avec les données CMB en champ profond, à la recherche de la moindre fluctuation susceptible d'être liée à l'anomalie. Ce qu'ils ont découvert a défié toute attente. Enfoui dans le fond diffus cosmologique se trouvait une distorsion, une ondulation trop structurée pour être ignorée. C'était une silhouette, une forme ténue, subtile mais persistante, gravée dans le bruit de fond comme un écho. Et, chose impossible, cette forme s'alignait parfaitement avec la trajectoire actuelle de Voyager. Chaque coordonnée de cette silhouette correspondait à l'endroit où Voyager avait atterri. Et lorsqu'ils ont retracé les données, c'est devenu encore plus étrange. Cette ondulation n'était pas apparue après la panne de Voyager. Elle était déjà là. Ils ont trouvé le même schéma sur des décennies de relevés provenant de Planck, de la carte de Buoy, même d'anciennes missions d'observation du ciel profond, de différents capteurs, de différents outils à différentes époques, et toujours la même anomalie. Elle avait toujours été là, ce qui signifie que, d'une certaine manière, le bruit de fond de l'univers savait déjà où se trouverait Voyager 1. Le message contenu dans le signal. Il était désormais clair que le signal renvoyé par Voyager était bien plus qu'une simple erreur de télémétrie. Il s'agissait d'un signal délibéré et intentionnel, mais personne ne disposait des outils nécessaires pour le déchiffrer. Les instruments de la NASA étaient incapables de le décoder. Les logiciels classiques ne parvenaient pas à en analyser la structure. De plus, il n'était écrit dans aucun langage de programmation connu. L'équipe s'est donc tournée vers une solution inédite, conçue non seulement pour traiter l'information, mais aussi pour interpréter la complexité elle-même. Ils ont utilisé une puce Majorana, un processeur quantique appelé Majorana-On. Contrairement aux ordinateurs classiques, celui-ci ne résolvait pas les problèmes par des équations successives. Il fonctionnait par probabilité, établissant des correspondances entre de multiples réalités potentielles et s'adaptant à la symétrie, à la récursivité et à l'incertitude.
Les mêmes principes qui définissent l'univers à l'échelle microscopique. Ils ont injecté le signal brut de voyager dans la puce et ont attendu. Peu à peu, la puce a commencé à discerner une structure. Elle a reconnu des motifs en miroir, des séquences repliées sur elles-mêmes et des boucles alignées comme les règles grammaticales d'une langue inconnue. Le signal s'est déroulé comme une phrase. Un message non pas écrit en anglais, en binaire ou en morse, mais en logique, en structure, puis tout s'est arrêté. La puce a produit une dernière sortie, une simple ligne. C'était une question « Êtes-vous prête à écouter ?» Ce n'était pas un simple message envoyé à travers l'espace, c'était une invitation. Une fois la question décodée, l'attention se reporta sur le signal lui-même. S'il s'agissait d'un message, il avait peut-être une identité. Ils commencèrent donc à le décrypter couche numérique après couche. Et au cœur même de la transmission, sous toute cette complexité mathématique, ils découvrirent quelque chose de profondément étrange. Une tonalité, un bourdonnement régulier et parfaitement accordé, cadencé à 30 Hz. Son comportement n'était pas celui de parasite. Il ne se dégradait pas comme un rayonnement de fond. Il ne se dispersait pas comme du bruit. Il y avait un rythme, et surtout, cela ressemblait à de la musique. La NASA a fait appel à des experts extérieurs au monde scientifique maîtrisant de la physique de l'harmonie. Tous s'accordaient sur un point, le son n'était pas aléatoire. Il résonnait de palindromes, des mélodies qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Il utilisait des silences intentionnels, rythmés comme des pauses dans une partition musicale. Il comportait des intervalles correspondant aux gammes musicales standard. L'ensemble était structuré et composé avec la grâce des mathématiques et le langage du son. Et puis, aussi clairement qu'il avait commencé, il s'est arrêté comme si quelqu'un, quelque part, avait délibérément éteint l'interrupteur. Après la coupure du signal et de son interruption, des ingénieurs du monde entier ont commencé à chercher des explications. Un événement physique qui pourrait tout expliquer. Peut-être une éruption solaire ou une poussière de micrométéorites qui a heurté la sonde. Aucune donnée ne correspondait aux conditions nécessaires à la transmission. Tous les diagnostics étaient concluants. Voyager n'était pas endommagé. Ce qui avait touché Voyager dans l'immensité obscure de l'espace avait enfreint des règles. Parler ou répondez. Pendant longtemps, tout le monde a supposé que Voyager avait reçu quelque chose. Une sorte de signal adressé à la sonde depuis l'autre bout de la galaxie. Une transmission unidirectionnelle conçue pour être captée par un dispositif à l'écoute. Mais cette théorie ne résista pas aux événements qui suivirent, car à mesure que les données se dévoilaient, la séquence ressemblait moins à un message envoyé à Voyager qu'à une réaction déclenchée par la sonde. De la subtile tonalité musicale à l'étrange rotation, en passant par les données codées, chacune de ces anomalies correspondait non pas à une transmission entrante, mais à un lieu précis. Ce n'était pas un appel à l'aide, mais une réponse. Quelque chose s'est produit dès que Voyager a pénétré dans cette zone précise de l'espace interstellaire. Une idée a commencé à germer. Et si Voyager n'avait reçu aucun message, et si elle avait heurté quelque chose et que quelque chose lui avait répondu, quel que soit l'élément qui a répondu, il ne l'a pas fait avec panique ou confusion. Sa réponse était régulière, comme s'il attendait de répondre, ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas simplement d'une détection par Voyager. Un autre élément l'a détecté, reconnu, puis a choisi de répondre. La NASA a communiqué discrètement avec le public. Ses mises à jour étaient calmes et mesurées. Mention de police d'anomalies, de signal et d'analyse en cours, un langage technique vague comme on peut s'y attendre d'une agence gouvernementale soucieuse de préserver la confidentialité. Mais en coulisses, c'était différent. Des documents internes ont été tamponnés et des réunions de haut niveau se sont tenues à huis clos. Des équipes de traitement entières ont été réaffectées pour se concentrer exclusivement sur Voyager. Les données de télémétrie ont été extraites des sauvegardes archivées. Des simulations systèmes ont été exécutées à maintes reprises dans l'espoir de trouver des explications qui n'ont jamais été trouvées. Au Jet Propulsion Laboratory, les ressources informatiques ont été réaffectées. Des ingénieurs qui n'avaient pas travaillé sur Voyager depuis des décennies ont été rappelés pour participer activement aux consultations. Même le département de la Défense s'y est discrètement intéressé. La chronologie était incohérente. Les signaux défiaient les lois de la physique.
et les données renvoyées par Voyager semblaient avoir traversé un système bien plus avancé que n'importe quel système artificiel. Un vaisseau spatial des années 1970 avait pénétré dans une région de l'espace vide, changé spontanément de direction, capté un signal particulier qu'il n'était pas conçu pour recevoir, puis était revenu d'une panne totale avec des données plus nettes et plus robustes, incluant des formats de code qui n'avaient jamais été conçus pour interpréter. La NASA n'a pas paniqué à cause d'une défaillance, mais parce que quelque chose avait fonctionné. Quelque chose qu'elle n'avait ni créé ni anticipé. Quelque chose qu'elle ne savait même pas comment traiter. Et en toutes ces décennies d'exploration spatiale, aucun moment n'avait été aussi marquant que ces 12 heures de silence. Car pendant tout ce temps, Voyager avait disparu. Et tout ce qu'elle a vu ou traversé a tout changé. Après des mois passés à revérifier les enregistrements, à tester toutes les hypothèses et à chercher une explication plausible, ils ont cessé de parler de dysfonctionnement, ils ont cessé de considérer le signal comme un fichier corrompu. Sous la télémétrie se cachaient des structures trop précises pour être ignorées. Des fréquences qui se répétaient avec une synchronisation exacte, des harmoniques qui se reflétaient les unes des autres. Les ingénieurs de la NASA ont donné un nom à ce phénomène. L'interaction avec le champ magnétique. C'est le terme technique qu'ils ont retenu. L'énergie entourant la sonde ne se comportait pas comme un rayonnement, de la poussière ou des interférences. Elle ne se dispersait pas et n'explosait pas. Elle se déplaçait comme si elle avait un but précis. Lorsque Voyager tournait, le champ magnétique tournait avec elle. Lorsque la transmission connaissait une forte intensité, le rythme revenait. Lorsque les systèmes redémarraient, le signal s'affinait et le faisceau lui-même n'était pas diffusé dans l'espace comme une éruption solaire ou une impulsion. Il était étroit et contrôlé. Tous ceux qui ont vu les enregistrements bruts et non édités de ces transmissions s'accordent sur une vérité incontestable. Voyager ne dérivait pas seul. Quelque chose l'a repéré, quelque chose attendait, et lorsque le moment est venu, cette chose a répondu.